Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis juste complètement malade, donc je vais essayer de forcer sur ma voix, mais je suis désolée, ça risque de se voir et de s'entendre. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour continuer notre série qui consiste à revenir sur tous les grands classiques des films d'animation Disney. On s'en était arrêté au 101 Dalmatiens en 1961, et aujourd'hui nous partons du côté de Merlin l'Enchanteur, sorti le 25 décembre 1963 et le 16 décembre 1964 en France, avec une durée de 79 minutes. Et c'est parti. Nous sommes donc dans les années 1960. Après les crises économiques, c'est une crise d'un autre genre qui touche les studios Disney. Nous avons donc affaire à une crise existentielle due aux échecs commerciaux de certains de leurs films d'animation, comme La Belle au bois dormant. Roy, le frère de Walt, du coup, lui conseille simplement d'arrêter la production de films d'animation. Pour Walt, il n'en est pas question, bien évidemment. Il trouve donc un compromis qui consiste à réduire cette production et de passer à un film tous les 4 ans au lieu d'un film tous les 2 ans. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, il y a 2 projets qui sont en cours. Le premier, nommé Chanteclair, qui met en scène un personnage du roman de Renard. Et le deuxième, qui s'appelle Merlin l'Enchanteur, et qui est une adaptation du premier des 5 tomes Merlin l'Enchanteur, donc écrit par T.H. White, un auteur britannique en 1938, et ce roman qui était donc lui-même inspiré de la légende du roi Arthur. Le choix fut vraiment loin d'être unanime, mais vous vous en doutez, c'est Merlin l'Enchanteur qui a gagné le droit d'être continué. Et c'est Bill Pitt qui est chargé de retravailler le script. Bill Pitt qui avait, je le rappelle, commencé sa carrière avec Pinocchio, et dont Merlin l'Enchanteur serait le dernier projet. Si vous avez regardé Merlin l'Enchanteur, vous le savez, on peut y retrouver l'écuyer Arthur, surnommé Moustique, qui est le futur souverain d'Angleterre, et à qui le magicien Merlin impose des rites qui consistent en gros à le transformer en un animal pour qu'il en tire une leçon de vie. De base, dans le roman, il y a 5 transformations, dans le film on peut en retrouver seulement 3, à cause bien évidemment du budget limité qui a imposé des choix. Néanmoins, le film est quand même rempli de magie, d'humour et d'émotions, comme avec la scène de l'écureuil, où l'écureuil femelle sanglote quand elle se rend compte que son mâle écureuil est en fait un être humain. Si l'on en croit les critiques, la scène la plus marquante du film est celle entre Merlin et Madame Mime. Donc un duel de sorcellerie où ils vont se transformer en lapin, en serpent, en rhinocéros, bref, tous les coups sont permis. Donc c'est vraiment un film qui a été reconnu pour sa bonne humeur et son humour, comme avec le fou rire du hibou Archimède, ou avec des running gags comme avec le loup affamé. Malgré ça, Merlin l'Enchanteur n'est pas à la hauteur des films d'animation Disney précédents, parce que déjà il n'y a pas d'innovation sur le plan technique et que le graphisme ressemble quand même bien à celui des 101 Dalmatiens. Donc bien sûr que la critique va le notifier comme un manque d'ambition du film, mais va rester très indulgente en vue de la situation. Par contre, les amateurs d'animation vont plutôt souligner ce côté humoristique, ce côté magique, ce côté médiéval qui est quand même bien sympa. Surtout que si on devait retenir une phrase de ce film, ce serait certainement celle de Merlin. Je cite: "Quand on a touché le fond, on ne peut que monter", qu'il prononce donc à Arthur pour le motiver. Et cette phrase était non seulement bien inscrite dans la philosophie des studios à l'époque qui cherchaient à se renouveler, mais c'est aussi une phrase qui reste valable à toute époque et pour tout le monde. Donc voilà, si vous êtes dans une mauvaise passe, que vous pensez que le sort s'acharne contre vous, que vous pouvez pas vraiment tomber plus bas, sachez que ce n'est que temporaire et que tout ne pourra qu'aller mieux par la suite, même si parfois on ne voit pas comment s'en sortir. Et à Disneyland Paris, alors, il y a plusieurs choses qui nous rappellent l'univers de Merlin l'Enchanteur. Déjà, pour être plongé dans l'univers médiéval, on peut commencer par aller derrière le château, à Fantasyland, où on retrouve l'attraction le carrousel de Lancelot. Certes, ce n'est pas une référence directe au film, mais par contre c'est une référence directe à la légende du roi Arthur, qui elle-même a inspiré le roman d'où est inspiré Merlin l'Enchanteur. D'ailleurs, face à ce carrousel, il y a la fameuse épée Excalibur enfoncée dans son rocher. Il arrive d'ailleurs parfois que certains arrivent à la libérer. On peut également retrouver directement la boutique Merlin l'Enchanteur située sous le château. Une boutique qui est spécialisée dans les objets précieux, qui sont d'ailleurs très agréables à regarder. Et en vrai, il y en a vraiment pour tous les prix, même si certains prix pique un peu les yeux. Et puis enfin, dans cette boutique, il y a un escalier. Un escalier qui mène dans les sous-sols les plus profonds du château, dans lesquels on peut retrouver un dragon. Et dont les théories se séparent entre un dragon qui appartiendrait à Merlin ou Maléfique dans La Belle au bois dormant, parce qu'on est sous le château de La Belle au bois dormant. En tout cas, mystère, l'ambiguïté est là, mais on est quand même obligé de citer ce dragon quand on parle des références à Merlin l'Enchanteur. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire, à vous abonner, à activer la cloche. En attendant, je vous fais des gros bisous de loin, parce que contamination oblige. Cœur sur vous, et surtout, n'oubliez pas, ne laissez jamais personne vous faire croire que vos rêves sont trop grands. Et puis bah nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.